Est-ce le moment de force d'Israël ou le moment où tout s'effondre? Le président Trump a averti directement l'Iran avant de démontrer sa puissance par une opération audacieuse au Venezuela. Téhéran demeure défiant malgré le chaos national. Les discussions à huis clos de la semaine dernière pourraient déterminer la suite. Nous avons les détails exclusifs dans le Jérusalem Minute d'aujourd'hui. Bienvenue dans le Jérusalem Minute sur Jewish News Syndicate Télévision. Je suis Josh Haston, correspondant Jewish News Syndicate News, ici à Jérusalem, capitale éternelle d'Israël et du peuple juif. Ici, au Jewish News Syndicate Media Hub, mon collègue, le président-directeur général de JNX Alex Treman, est en Floride du Sud. Il a passé une semaine intense à suivre le voyage du premier ministre Netanyahou chez le président Trump lors de leur 6e rencontre. Nous allons entrer dans les détails, j'ai hâte d'en parler. Mais Alex, avant cela, une grande nouvelle ce week-end nous concerne ici au Moyen-Orient. Essayons de comprendre pourquoi. Les forces spéciales américaines ont mené un raid dans le pays du Venezuela, capturant le président Nicolás Maduro et sa femme et les extradant pour être jugés à New York. Alex, essayons d'analyser cela et de voir comment cela se rapporte à Israël et à la menace iranienne. Oui, absolument. Adil, je pense que tout le monde a été stupéfait pour nous, puis c'était le Shabbat. J'étais à la synagogue sans savoir ce qui s'était passé et j'entendais les gens derrière moi parler pendant l'office et ils parlaient simplement du fait que Maduro avait été capturé et quelle mission audacieuse c'était et en particulier que le président Trump ait ordonné une telle mission. On ne voit pas souvent un pays intervenir et mener essentiellement une opération pour extrader le dirigeant de ce pays. Même si ce pays est dirigé par un dictateur despotique, qui est arrivé au pouvoir à la suite d'une élection truquée. Il y a de très nombreux dirigeants dans le monde, dont certains que le président Trump dit être ses amis, qui ont truqué des élections pour accéder au pouvoir et se présentent comme des dictateurs despotiques. Évidemment, le Venezuela est un peu différent à cause du trafic de drogue qui traverse l'Amérique du Sud et entre aux États-Unis par la frontière sud. Mais oui, je pense que pour cette émission, nous devrions parler des liens entre le Venezuela et Israël et, plus important encore, des liens entre le Venezuela et l'Iran. Pour ceux qui veulent discuter de savoir si, sur le plan national, le président Trump avait le droit constitutionnel de faire ce qu'il a fait, cela relève des chaînes d'information américaines. Mais c'est certain, le Venezuela était un pays anti-Israël, Maduro prenant des positions contre Israël en faveur de Gaza. Mais je pense que nous savons tous que le Venezuela et l'Iran étaient deux des alliés les plus proches, ces deux pays travaillant en étroite collaboration avec la Russie et la Chine. Mais plus précisément, une relation spéciale entre l'Iran et le Venezuela qui remonte à l'époque de Hugo Chavez. Mais même depuis que Maduro est arrivé au pouvoir, on a vu une plus grande coopération entre le Venezuela et l'Iran. L'Iran utilise le Venezuela comme source d'énergie, le Venezuela utilise l'Iran comme source de production d'armes et l'Iran considère également le Venezuela comme une base avancée. Et nous savons que l'Iran fait opérer le Hezbollah en Amérique du Sud depuis de nombreuses années. Le Hezbollah fait partie de l'industrie du narcotrafic là-bas. Donc, vous savez, le Venezuela sert de base avancée pour l'Iran en Amérique du Sud. Nous savons aussi que l'opposition au Venezuela est pro-Israël. Nous avons la dirigeante de l'opposition, Maria Corina Machado, qui a remporté le prix Nobel cette année. Elle a déclaré que si elle et si l'opposition dirigeait le Venezuela déplacerait son ambassade à Jérusalem. Donc, le peuple vénézuélien, comme beaucoup de peuples sud-américains, n'a pas d'antécédents d'antisémitisme. Beaucoup d'entre eux sont évangéliques et ils pensent qu'Israël devrait être un allié, Israël espérant que le Venezuela puisse redevenir un allié. Mais ces dictateurs despotiques, ils semblent travailler dans cet axe du mal qui est l'Iran, qui fait aussi des affaires avec la Russie et avec la Chine. Donc, l'espoir, c'est que le président Trump ait maintenant affaibli une autre partie de l'axe iranien, l'axe des proxys iraniens. Vous voyez, Israël a affaibli les proxys de l'Iran à Gaza avec le Hamas, a affaibli les proxys de l'Iran au Liban avec le Hezbollah,
a affaibli le corridor terrestre de l'Iran à travers le croissant chiite qu'il créait en Syrie et bien sûr a affaibli les proxys terroristes de l'Iran au Yémen. Et maintenant, nous voyons à nouveau que la position stratégique de l'Iran est affectée au Venezuela. Alex, nous parlerons de l'Iran dans une minute, mais d'abord, le Premier ministre Netanyahou a félicité le président Trump pour ses actions contre le dictateur vénézuélien. Presque en même temps, comme si c'était coordonné, vous aviez la vice-présidente du Venezuela, Delcy Rodriguez, qui laissait entendre que l'action d'hier des États-Unis était en quelque sorte un complot sioniste. Regardons cette vidéo. Le monde est tout simplement choqué que la République bolivarienne du Venezuela soit victime et cible d'une attaque de cette nature qui a sans aucun doute une teinte sioniste. Alors bien sûr, vous avez Alex, ces antisémites qui n'hésitent jamais et ne manquent pas une occasion d'exprimer à quel point ils détestent les Juifs. Et ils pensent que tout ce qui leur arrive est une sorte de complot sioniste. Nous avons vu cela pendant des milliers d'années, s'en prendre aux Juifs quand quelque chose de mauvais se produit. Mais là, on l'a vu dans la vidéo, suggérant qu'Israël était peut-être derrière tout ça. Eh bien, certainement, le président Trump et Israël ont collaboré lors de l'attaque contre l'Iran et ses réacteurs nucléaires en juillet de cette année. Et cette attaque, en gros, cette opération, ressemble beaucoup à celle-là. C'était une attaque surprise, une attaque à laquelle les États-Unis ont participé et ont participé avec beaucoup de succès lors d'une frappe rapide en ramenant tout le monde avec un succès total. Et je pense que c'était peut-être cette opération Midnight Hammer où le président Trump a envoyé ses 12 bombardiers B-2 pour détruire le réacteur nucléaire de Fordo. Ce qui a donné à Trump le sentiment qu'il pouvait réussir cette manœuvre à Caracas, au Venezuela, et il l'a fait. Et je pense que les Iraniens devraient maintenant trembler de peur. Parce qu'en même temps, nous avons vu pendant la conférence de presse, et nous en parlerons probablement un peu plus tard dans l'émission, entre Trump et Netanyahou, que le président des États-Unis semblait indiquer qu'il n'était pas nécessairement en faveur d'un changement de régime, même s'il a parlé des manifestants en Iran. Et nous nous demandons simplement si ce n'est pas une sorte de diversion de la part de Trump, de la même manière qu'il avait dit qu'il allait négocier avec les Iraniens pour un accord nucléaire avant cette opération. Opération Lyon-Levant minuit, Hammer déclare, il allait accorder 60 jours pour les négociations et à la fin de cette période de négociation, au jour numéro 61, Israël attaque l'Iran. Donc, peut-être en affirmant que les États-Unis ne veulent pas de changement de régime en Iran, peut-être une diversion. De toute évidence, les États-Unis voulaient un changement de régime au Venezuela. Et maintenant, voyons s'ils vont l'obtenir. Alex, les manifestations en Iran se poursuivent depuis lundi dernier, tandis que le régime commence à réprimer. D'après ce que j'ai entendu ce matin, au moins 10 personnes ont été tuées par le régime. Tu parles de cette dissidence interne liée à la crise économique qui s'aggrave dans le pays, ce qui a fait chuter la monnaie nationale à un niveau historiquement bas de 14 millions de rials pour un seul dollar américain. Donc, il y a des manifestants dans la rue contre le régime depuis presque une semaine maintenant, et les Iraniens répriment ces manifestations. Parlons-en. Nous avons encore vu une hausse des manifestations en Iran. Au final, ce sont les Iraniens eux-mêmes qui devront décider que la République islamique, ces religieux qui sont des dictateurs pour le peuple iranien depuis la révolution islamique de 1979, il reviendra au peuple iranien de décider s'ils veulent une nouvelle direction maintenant. Au fil du temps, surtout depuis la révolution de 1979, nous avons constaté que ce sont les gens qui décident des changements radicaux. Et ce sont eux qui ont manifesté contre le Shah en 78 et 79. Je pense qu'ils regardent en arrière et réalisent que c'était une mauvaise décision au vu de ce qu'ils ont obtenu en retour. Maintenant, avec le temps, ils sont descendus dans la rue. Rappelez-vous, en 2008, 2009, ils sont descendus dans la rue dans le cadre de cette révolution verte, comme on l'appelait. Et le président Obama, à l'époque, a vraiment choisi de soutenir les religieux iraniens plutôt que le peuple iranien dans les rues, et cela a poussé le peuple iranien à rentrer chez lui. Au final, le peuple iranien devra décider. Le règne des religieux islamiques est fini.
mais ils ont besoin d'un soutien extérieur. Ils doivent savoir qu'ils ont l'appui des États-Unis. Israël a souvent affirmé récemment bénéficier du soutien israélien, mais des questions subsistent. Lorsque vous avez parlé d'un complot sioniste au Venezuela, si les Israéliens et le Mossad font partie du soulèvement qui a lieu en Iran, et je pense qu'il y a de bonnes raisons de croire qu'Israël soutient discrètement le peuple iranien dans ce soulèvement. Et il y a de bonnes questions à se poser sur pourquoi ils ne sortent que maintenant, pendant la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran. Je crois que les Israéliens pensaient que le peuple iranien descendrait dans la rue en voyant la file israélienne, que la force de la République islamique soit affaiblie. Cela ne s'est pas produit à ce moment-là. Israël, selon moi, agit sans cesse depuis cette période pour semer la discorde en Iran et aussi pour donner au mouvement d'opposition iranien le soutien dont il a besoin. Soutien financier, armement, renseignement ou accès Internet. Parce que nous savons que les Iraniens, les religieux iraniens vont couper l'accès à Internet. Nous avons lu cela et aujourd'hui, l'accès à Internet pourrait être coupé car ils descendront dans la rue et tireront sur les manifestants, comme auparavant. Tu as dit qu'ils ont déjà tué 10 personnes, donc ils ne veulent pas que les vidéos sortent et vont couper Internet. Mais Elon Musk a fourni Starlink à une partie de l'opposition iranienne. Peut-être qu'Israël a facilité leur capacité à se connecter à Starlink. Donc, je pense qu'Israël fait partie de tout ça et Israël espère certainement que la République islamique s'effondrera. Le président Trump a déclaré lors de la conférence de presse à Mar-a-Lago qu'il n'était pas forcément intéressé par un changement de régime. Mais en même temps, il a dit que si le régime iranien et le corps des gardiens de la révolution commencent à tirer sur les manifestants dans les rues, les États-Unis les protégeront. Et il a dit que les États-Unis sont, je cite, prêts à agir. Alex, avec les manifestations, les hauts responsables iraniens profitent de l'occasion pour menacer à nouveau de frapper l'État d'Israël. Comme s'ils n'avaient pas assez de problèmes, c'est ce qu'ils font. Tu as évoqué la possible implication d'Israël, du Mossad, dans l'aide aux Iraniens protestants contre leur gouvernement, peut-être pour le renverser. Mais l'Iran, profitant de l'occasion, suggère qu'il pourrait frapper Israël à nouveau. Eh bien, je veux dire, évidemment, la menace contre Israël est sérieuse, surtout s'il y a la possibilité qu'ils aient une arme nucléaire. On ne peut pas l'exclure. Je veux dire, nous savons qu'ils n'étaient pas capables de produire des armes nucléaires en masse. Et Israël a frappé l'Iran pour les empêcher d'atteindre le point où ils pourraient produire plusieurs armes nucléaires. Mais l'idée qu'ils pourraient potentiellement avoir une seule arme nucléaire, que ce soit par leur propre production ou que cela vienne d'un de leurs alliés, les Russes, les Pakistanais ou les Nord-Coréens. Je veux dire, ce sont des possibilités dont Israël doit absolument s'inquiéter. Une seule arme nucléaire représente une menace existentielle pour l'État d'Israël. Et je pense que si la rhétorique continue, vous pourriez très rapidement voir une sorte d'attaque préventive israélienne. Vous pourriez voir une attaque américaine contre l'Iran. Donc, je pense que l'Iran doit jouer ses cartes. Mais s'ils sentent qu'ils sont sur le point de s'effondrer, s'ils sentent cela, le même sort qui vient d'arriver à Maduro au Venezuela attend Khamenei et certains des autres hauts religieux en Iran. Alors, c'est une situation de tigre en cage et cela pourrait être très, très dangereux. Donc, je pense qu'Israël doit prendre les choses très, très au sérieux en ce moment. Mais au final, le renseignement doit être solide. Parce que c'est le genre de situation où il faut que le peuple iranien prenne ses responsabilités. À moins, bien sûr, que les États-Unis et Israël aient élaboré un plan d'attaque leur permettant d'entrer et de capturer Khamenei. Mais il y a d'autres religieux là-bas qui attendent de prendre le relais. Donc, il faut voir à quel point le plan d'attaque devrait être sophistiqué. Je pense qu'Israël préférerait ne pas avoir à attaquer. Je pense qu'il préférerait que si une attaque est nécessaire ou justifiée, ce soit les États-Unis qui l'amènent. Peut-être que les deux pays pourraient le faire ensemble, mais au final, la préférence serait que le peuple iranien fasse le sale boulot lui-même. Prendre d'assaut les complexes et renverser leurs propres dirigeants de la même manière que vous l'avez vu en 1979 lorsque le Shah a été déposé. Alex, comme tu le sais, en Floride,
Le président Trump a clairement indiqué que si l'Iran recommence à se renforcer, à développer des missiles balistiques et surtout à essayer d'obtenir des armes nucléaires, on leur cassera la figure. C'est une citation du président Trump et tu en sais plus à ce sujet grâce à ta présence là-bas à Mar-a-Lago lors de la 6e rencontre entre le premier ministre Netanyahou et le président américain. Oui, en fait. Le président a fait quelques commentaires concernant l'Iran en réponse à une question que je lui ai posée. Et il a essentiellement dit à ce moment-là que je pense cela changeait la donne. Il ne s'agirait pas seulement de savoir si l'Iran reconstruisait sa capacité d'armes nucléaires, mais même s'il relançait leur capacité de missiles balistiques. Qu'il soutiendrait une attaque israélienne contre l'Iran, même si ce n'était que pour les missiles nucléaires. Il l'a dit à l'époque. L'un sera absolument certain et l'autre sera rapide, le premier étant les missiles balistiques et le second étant le nucléaire. Soutiendrez-vous une attaque? Une attaque israélienne contre l'Irak. Si l'Iran n'avait pas d'accord, si l'Iran continuait avec ses missiles balistiques et aussi avec des armes nucléaires? S'il continue avec les missiles. Oui, le nucléaire, rapidement. Il a affirmé que si l'Iran rétablit sa capacité nucléaire, l'Amérique frappera aussitôt. Mais il semblait indiquer que si l'Iran ne développe que des missiles balistiques, il soutiendrait une frappe israélienne contre ces missiles balistiques. Et le Premier ministre a parlé de la façon dont Israël a arrêté 2 menaces existentielles contre l'État juif lorsqu'il a attaqué l'Iran. Évidemment, comme nous venons de le discuter il y a quelques minutes, une arme nucléaire est une menace existentielle, mais Israël considère également les missiles balistiques comme une menace existentielle. Parce que si l'Iran tire des milliers d'armes simultanément sur Israël, cela pourrait vraiment détruire le pays. Donc, Israël veut s'assurer que l'Iran ne reconstruit aucune de ses capacités. L'armement des missiles balistiques, qui est aussi l'un des moyens possibles de livraison d'une arme nucléaire, même si ce n'est pas le seul. Il pourrait exister des livraisons non armées ou des livraisons d'armes sans passer par les missiles. Il est possible de placer une arme nucléaire dans un cargo et de la faire exploser près d'une côte, et il existe plusieurs moyens de déclencher une arme nucléaire sans utiliser de missiles balistiques. Mais vous voyez que le président prend au sérieux la menace nucléaire. Pardon, d'une réponse militaire à l'Iran s'il continue à se militariser, et je pense que l'Iran doit vraiment trembler en ce moment. En revenant au mois de juin, lorsque les États-Unis ont donné le feu vert à Israël pour l'opération Lion-Levant, comment Israël a rapidement obtenu la supériorité aérienne sans perdre un seul avion ni un seul pilote. Et en détruisant tous ces nombreux, je pense, plus de 1000 cibles stratégiques à l'intérieur de l'Iran. Et ensuite, les États-Unis sont intervenus avec les bombardiers B-2 et ont terminé le travail. Et vous savez, comme je l'ai dit, Israël n'a pas perdu de pilote, Israël n'a pas perdu d'avion, les États-Unis n'ont pas perdu de pilote. Ce fut un succès tactique sans faille. Et la même chose à Caracas, au Venezuela, apparemment un succès sans faille. Apparemment, aucun soldat américain n'a été tué lors de cette opération. Donc, je pense que l'Iran, en observant ces manifestations d'un côté, en regardant Trump et en regardant Israël, avec ses succès militaires impressionnants, ses victoires audacieuses et très rapides, je pense que l'Iran est vraiment, vous savez, en contrôle de cela. Alex, restons sur Mar-a-Lago. Tu as aussi pu poser une autre question au président Trump. Excellent travail. J'ai aimé la façon dont tu as été très agressif en t'assurant que Janice soit représentée en posant ta question. Tu as posé une question sur la relation entre le président Trump et le premier ministre Netanyahou. Regardons cette vidéo. Écoute, c'est un premier ministre en temps de guerre. Il a fait un travail phénoménal. Il a guidé Israël à travers une période de traumatisme très dangereuse. Israël, avec d'autres personnes, pourrait ne pas exister en ce moment, si tu veux connaître la vérité. Alex, qu'est-ce que tu penses du président Trump? Il dit essentiellement que l'État d'Israël ne continuerait pas d'exister sans le premier ministre Netanyahou à sa tête. Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, ces dernières semaines avant la réunion, nous avons vu beaucoup de choses différentes. Des rapports de Barak Ravid et aussi du Times of Israel, citant ses sources anonymes haut placées aux États-Unis, affirment qu'il y a une rupture entre le président Trump et le premier ministre Netanyahou. Amit Sego, l'un des principaux journalistes d'Israël sur la chaîne 12 et dans Israël Hayom, a rapporté cela cette semaine.
De plus, il semble qu'il y ait des camps divisés au sein de l'administration Trump. Vous qualifiez le camp Kushner et Witkoff de pas forcément pro-Netanyahou, tandis que Rubio, Huckabee et Hegseth sont très pro-Netanyahou. Je pense qu'on peut supposer que John David Vance pourrait être du côté de Kushner et Witkoff. Maintenant, nous ne savons pas dans quelle mesure c'est réellement le cas. C'est ce que Amit Segal rapporte. Je pense que Segal a probablement de bonnes sources, donc il y a de bonnes raisons de croire que c'est le cas. Et il suggérait peut-être que l'administration préférerait travailler avec quelqu'un comme Naftali Bennett plutôt qu'avec Netanyahou. Mais je pense que ce que Trump a fait avec ses déclarations, et les déclarations étaient élogieuses, et il les a répétées encore et encore, pas seulement en réponse à ma question. On lui a souvent demandé s'il soutiendrait une grâce israélienne pour Netanyahou au procès. Trump répondait « Comment ne pas gracier ce type ?» Ce type est un héros de guerre et il a déclaré que ces deux dirigeants ont bien travaillé ensemble. Et ce que nous avons vu, c'est que quand on regarde qui Trump soutient, et il a exprimé qu'il soutient les Qataris, qu'il soutient les Saoudiens, qu'il soutient les Turcs. Il soutient les dirigeants forts et voit Netanyahou comme l'un d'eux, capable de collaborer pour de bons résultats au Moyen-Orient. Et il a dit qu'ils ont collaboré tous les deux sur cette guerre et qu'ils la voulaient ensemble. Donc, ce qu'il me semble, c'est que le président met fin aux rumeurs selon lesquelles il y aurait une rupture. C'était clair d'après les déclarations et encore une fois, les déclarations répétées des deux dirigeants. Et on peut voir, quand il y a de l'affection dans leurs yeux, que les deux dirigeants souriaient en le disant qu'ils tiennent vraiment à leur relation l'un avec l'autre. Et en même temps, il semble que ce que le président Trump essaie de faire, c'est de réparer les dégâts causés par ses prédécesseurs, qui ont constamment mené campagne au point d'investir de l'argent et des consultants en Israël pour faire sortir Netanyahou du pouvoir lors des élections. Et même l'administration Biden a sapé Netanyahou pendant la guerre, répétant sans cesse, comme Jeff Schumer, qu'il faut organiser des élections. Hillary Clinton disant que Netanyahou doit partir, Trump déclarant en gros « Écoutez, j'aime travailler avec Netanyahou, Israël a besoin de Netanyahou ». Et quand il dit cela, je pense qu'il s'adresse à l'électorat à l'approche d'une élection qui aura lieu à la fin de 2026, fin octobre 2026. Trump souhaite que Netanyahou remporte à nouveau et que les Israéliens votent pour lui lors du scrutin. Donc, je pense qu'en fait, ce que faisait Trump, c'était simplement renforcer la position de Netanyahou auprès de l'électorat en leur montrant que Trump considère Netanyahou comme l'homme indispensable que beaucoup d'électeurs considèrent Netanyahou être. Spécifiquement à ce moment-là et spécifiquement alors que Trump va continuer à être en fonction encore, à ce moment-là, il lui restera environ 2 ans à la fin du moment où l'élection israélienne aura lieu. Donc, vous savez, Trump apporte très, très clairement son soutien, tout son poids derrière le premier ministre Netanyahou. Et Jewish News Syndicate a eu l'opportunité, je le sais, d'accueillir le premier ministre Netanyahou à Surfside, en Floride, lors d'un événement le 31 décembre. Le premier ministre Netanyahou évoque d'autres opportunités avec les accords d'Abraham et la normalisation avec divers pays du Moyen-Orient. Il a également déclaré qu'Israël est sorti de cette guerre en parlant des guerres sur 7 fronts plus forts que jamais auparavant. Pouvez-vous décrire cet événement et commenter les propos du premier ministre lors de l'événement Jewish News Syndicate? Soyons clairs, un événement Jewish News Syndicate. Ce fut un immense succès lors d'un événement co-organisé par le Jewish News Syndicate en collaboration avec la synagogue de Baal Harbor, qui est le Chabad, la grande synagogue Chabad de Baal Harbor, connue affectueusement simplement sous le nom de la Shul. C'est pourquoi je l'appelle la Shul. Et vous savez, le premier ministre est venu à cet événement. Il y avait presque 2000 personnes présentes. Imaginez la scène, police de Miami-Dade, service secret américain, sécurité du premier ministre, tous veillant à la sécurité. La salle était pleine, uniquement des places debout, et le premier ministre semblait sur un petit nuage. Où peut-il aller et rassembler autant de personnes qui étaient simplement ravies d'accueillir le premier ministre? Les gens ont béni ce qui s'est passé. Ils ont béni le moment où il y avait un roi juif dans la salle. Les gens ont été très impressionnés que le premier ministre soit venu et lui-même semblait impressionné par leur réaction.
Et comme tu l'as dit, je pense que ce qu'il a fait, c'était d'exprimer l'importance de lutter contre l'antisémitisme, affirmer que personne ne se battra pour vous mieux que vous-même et qu'il faut affronter les difficultés. Pour vaincre l'antisémitisme, il faut être encore plus juif et défendre ses droits. Mais il a aussi répété, comme tu l'as mentionné, que l'État d'Israël est en réalité plus fort qu'il ne l'était avant la guerre. Ce qui, tu sais, était une guerre qui aurait pu affaiblir Israël de façon significative. Et plus précisément, quand tu parles d'Israël qui est plus fort qu'avant, c'est plus fort qu'avant en termes de résilience. Il y avait des questions sur la résilience israélienne avant la guerre. Elle est plus forte militairement. Les gens voient de la puissance de Tsahal et la prennent beaucoup plus au sérieux qu'avant. Les gens se demandaient si Israël était un tigre de papier avant la guerre. Ils voient clairement qu'Israël n'est pas un tigre de papier. Israël est un vrai tigre prêt à attaquer et Israël est économiquement plus fort. Et c'est l'une des choses où je pense que si vous regardez comment Moody's et les autres agences de notation de crédit menaçaient, la note et la situation économique d'Israël allaient être affectées. Que le shekel n'a jamais été aussi fort face au dollar, du moins pas au cours des 10 dernières années environ. La monnaie israélienne, le shekel, est à son niveau le plus fort face au dollar, à moins de 32 shekels pour un dollar. Et les entreprises multinationales comme Nvidia investissent massivement en Israël. Israël vient de signer un accord gazier de 37 milliards avec l'Égypte. Donc, Israël est dans une position très, très forte. Et je pense qu'il y a une différence que l'on peut voir entre la situation aux États-Unis et dans la diaspora. La communauté juive, où les gens ont l'impression que la situation passe d'une position forte à une position un peu plus faible, et la situation en Israël qui inquiétait tout le monde est passée d'une position faible à une position plus forte. Alex, je veux aborder d'autres sujets qui ont été discutés entre les deux dirigeants en Floride. Nous n'aurons probablement pas le temps de tous les aborder à cause des autres actualités de la semaine. Tu as déjà détaillé la rencontre entre Trump et Netanyahou dans ton article sur Jewish News Syndicate. Les gens peuvent le lire sur jewishnewssyndicate.org. Donne-moi le titre de l'article. C'était, je crois, qui décryptait la rencontre entre Trump et Netanyahou. Mais je pense qu'il est important de parler de certains points. Ah oui, bien sûr, absolument à 100%, et je veux vraiment commencer. Je pense que la situation avec le Hamas, c'est essentiel pour savoir si le cessez-le-feu passera à la phase 2 ou non. Le premier ministre Netanyahou était sur Fox News cette semaine pour parler de l'avancée du cessez-le-feu et il a dit que cela dépendait du désarmement du Hamas. Il a qualifié le refus du groupe terroriste de rendre ses armes d'obstacle majeur à la stabilisation de Gaza en 2026. Regardons cette vidéo. Un nouveau gouvernement à Gaza est possible si vous désarmez le Hamas, parce que personne n'ira là-bas si le Hamas reste armé. Et ils leur mettront une balle dans la tête à nouveau, comme le président et moi l'avons dit. Si cela peut se faire facilement, tant mieux. Sinon, cela se fera autrement. Voilà donc, le Premier ministre Netanyahou affirme qu'un élément clé pour un avenir pacifique à Gaza est le désarmement du Hamas. Point final. N'est-ce pas? Et je pense que c'est là que vous voyez peut-être la différence d'opinion entre Kushner-Witkoff d'une part, et puis vous avez Rubio, Exet Akabi d'autre part. Ces désaccords entre Kushner et Witkoff. Ce qu'ils veulent voir, c'est la reconstruction immédiate de Gaza en une sorte de Riviera, de gratte-ciel façon Dubaï, maintenant sur la Méditerranée, ce qu'ils appellent une nouvelle Gaza. Et je pense que ce que vous pouvez voir chez le président, c'est qu'il n'y croit pas qu'on puisse avoir une nouvelle Gaza. Tant que le Hamas est toujours au pouvoir, il a répété encore et encore que le Hamas est engagé à se désarmer dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Je doute que les Qataris ou les Turcs souhaitent le désarmement du Hamas. Ils étaient en faveur de la première phase de l'accord parce que la première phase de l'accord protégeait le Hamas. Elle a empêché Israël de poursuivre sa campagne militaire visant à éliminer le Hamas. Mais s'ils doivent être désarmés maintenant, c'est la destruction du Hamas. Le président montre encore une fois, avec son attaque contre l'Iran, l'attaque de l'opération Midnight Hammer et maintenant contre Maduro et le Venezuela, qu'il en a assez des narcoterroristes, il en a assez du terrorisme et qu'Israël doit éliminer le Hamas, qu'ils doivent être désarmés. Et il a dit qu'ils allaient avoir un court laps de temps
Et je pense que ce qui s'est passé lors de cette réunion, c'est qu'un calendrier a été établi. Nous ignorons de quel calendrier il s'agit, bien que nous en ayons discuté récemment. Cependant, le Premier ministre et le Président semblent s'être accordés sur un calendrier. Hamas va se voir accorder une période très courte pour pouvoir se désarmer et le Premier ministre d'Israël a déclaré, même lors de son interview, je crois que c'était avec Brett Baer, qu'ils auront aussi une courte période de temps et qu'ils peuvent soit se désarmer facilement et s'ils ne le font pas de cette manière, ils seront désarmés autrement. Donc, nous devons attendre et observer. Mais je pense qu'il y a une forte possibilité qu'Israël intervienne militairement. Mais cette idée selon laquelle il faudrait créer une nouvelle Gaza pour le peuple de Gaza tant que le Hamas est enraciné à Gaza, tant que l'idéologie du Hamas est enracinée à Gaza. Tant que cette nouvelle Gaza sera une zone sans juifs, vous n'obtiendrez pas la paix. Ils vont simplement utiliser toutes les ressources que vous y investissez pour organiser de futures attaques contre l'État d'Israël. Si vous faites quelque chose de différent à Gaza ou si vous créez une zone de libre-échange où les Juifs peuvent aller, où les Arabes peuvent aller, où les chrétiens peuvent aller, où les Américains peuvent aller, une ville internationale, Israël est vraiment responsable de la sécurité générale là-bas et le Hamas n'en fait pas partie. Et vous changez les manuels scolaires et le système éducatif. Peut-être que ça peut marcher, mais je pense que le plan de Kouchner de construire rapidement des immeubles de grande hauteur et de faire partir Israël, c'est une recette pour l'échec, c'est une recette pour un futur conflit militaire. Et le président Trump a également dit que si le Hamas ne se désarme pas, il y aura un prix à payer, comme il l'a dit à propos d'autres questions. Et en même temps, le président Trump parle de donner aux Gazaouis qui veulent quitter Gaza l'opportunité de le faire, ce qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent. Regardons cette vidéo. J'ai dit que s'ils avaient l'opportunité de vivre dans un meilleur climat, ils déménageraient. Ils sont là parce qu'ils y sont un peu obligés. Je pense que ce serait une excellente opportunité, mais voyons si cette opportunité se présente. Mais j'ai vu qu'il y avait un sondage. En fait, plus de la moitié des gens partiraient si on leur en donnait l'opportunité. Et je dis ça depuis longtemps. Pour moi, c'était du bon sens. Donc, le président Trump dit qu'il croit que la moitié des Gazaouis, la moitié des gens à Gaza, se lèveraient et partiraient réellement, s'ils en avaient la possibilité. Bien sûr, des problèmes subsistent. Les laissera-t-on partir et quel pays les recevra? Tous ces problèmes sont sur la table depuis des mois et des mois, mais pour l'instant, il ne semble pas y avoir de solution concernant les réfugiés. Eh bien, c'est une question que j'ai posée directement au président lors de la conférence de presse et je pense que c'est l'éléphant dans la pièce. Nous en avons parlé à de nombreuses reprises. Pourquoi les réfugiés d'une zone de guerre ne se voient-ils pas offrir la possibilité de partir alors que les réfugiés de toutes les autres zones de guerre ont cette opportunité? Et j'ai cité ce sondage du Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes basé à Ramallah, qui a réalisé une enquête indiquant qu'environ la moitié des Gazaouis souhaiteraient partir. Et le président a en fait dit qu'il avait vu le sondage dont il parlait. Il a dit qu'il a toujours affirmé depuis le début, vous savez, que plus de la moitié des Gazaouis voudraient partir. Il a ajouté que les sondages ont généralement un biais de négativité et que dans ce cas, il pense que même plus de la moitié des Gazaouis seraient prêts à partir si on leur en donnait l'opportunité. J'ai répliqué avec une question de suivi, je crois avoir été la seule à relancer. Normalement, le protocole interdit de poser une autre question, mais j'ai demandé pourquoi les pays ne les accueillent-ils pas. Et le président a déclaré, eh bien, ne nous lançons pas dans la controverse ici. Et je pense que c'est l'éléphant dans la pièce. Et comme je l'ai écrit dans ma chronique, je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles les pays du monde entier ne veulent pas accueillir de réfugiés de Gaza. La première, c'est que la communauté internationale veut que Gaza reste indéfiniment le problème d'Israël. Et donc, si vous réinstallez le peuple de Gaza dans des endroits plus sûrs ailleurs, alors il n'y aura plus de problème à Gaza. Ce n'est pas ce que souhaite la communauté internationale. Elle veut que la pression reste sur Israël, que les Gazaouis restent là et restent une épine dans le pied des Israéliens. Deuxièmement, les pays craignent que les habitants de Gaza aient été radicalisés dès leur jeunesse. Beaucoup d'entre eux ont voté pour le Hamas. Beaucoup d'entre eux voteraient à nouveau pour le Hamas. S'ils allaient dans un autre pays, ils risqueraient de déstabiliser ce pays. Et quand on regarde ce qui se passe, vous savez, en Iran en ce moment avec les manifestations, il faut se poser la question, pourquoi les habitants de Gaza ne se soulèvent-ils pas contre le Hamas?
Nous savions que cela finirait par arriver et le peuple iranien se révolte contre son régime clérical. C'est ce qui a conduit à cet échec économique et à ce désastre, et le Hamas a apporté l'échec économique, l'échec militaire et le désastre au peuple de Gaza. Mais le peuple de Gaza ne se soulève pas contre le Hamas, et il y a une raison pour laquelle il ne se soulève pas contre le Hamas. Parce qu'ils revoteraient Hamas, car ils sont conditionnés à tuer des Juifs. Ils pensent que le 7 octobre était une victoire pour leur peuple, même si cela a entraîné la destruction de l'immense majorité de Gaza. Donc, vous ne pouvez pas amener les États-Unis ou tout autre pays à vouloir accueillir des Gazaouis parce qu'ils ont peur que le peuple gazaoui déstabilise leur nation. Alex, examinons un autre sujet venant de Floride, la Syrie. Le président Trump exprime l'espoir qu'Israël et la Syrie puissent peut-être réellement travailler ensemble et regardons cette vidéo. J'espère qu'il va bien s'entendre avec la Syrie parce que le nouveau président de la Syrie travaille très dur pour faire du bon travail. Il l'est vraiment. Je sais que c'est un dur à cuire. Et, vous savez, il ne va pas se laisser faire. Ce garçon ne quittera pas la Syrie. C'est la seule chose que je dirais. Donc j'espère qu'ils vont bien s'entendre. Parce que, vous savez, j'ai levé les sanctions contre la Syrie. Sinon, ils n'auraient eu aucune chance. Nous voulons voir la Syrie survivre. Donc, le président Trump déclare que les États-Unis lèvent les sanctions contre la Syrie. Il veut qu'Al-Julani ait une chance. Il veut voir la Syrie survivre. Et le premier ministre Netanyahou a prudemment accepté que cela fasse également partie de son agenda en disant que sa principale préoccupation est la frontière entre Israël et la Syrie. Il a dit que, du moins selon ses propos, cela devait être une zone pacifique juste à côté des frontières d'Israël. Oui, le premier ministre, vous savez, en regardant vers la Syrie et quand Bachar el-Assad était le président de la Syrie, vous savez, un président despotique, vous savez, la Russie avait une emprise sur la Syrie, l'Iran contrôlait une grande partie de la Syrie et c'est ce qu'Israël ne veut pas. Vous, si la Syrie doit être un pays, vous savez, même si elle n'aime pas Israël au fond d'elle-même, vous, si elle n'abrite pas une menace directe, une menace militaire contre Israël, alors Israël sera satisfait. Avoir simplement des relations, une sorte de relation stable avec la Syrie, c'est ce que le président veut. Il essaie de stabiliser le Moyen-Orient, il essaie de garder la Syrie dans l'orbite américaine plutôt que dans l'orbite russe ou dans l'orbite iranienne ou chinoise. Je pense que l'une des choses que le président a réellement abordées, et cela concerne la Syrie, et cela concerne tout le Moyen-Orient, et cela concerne l'Iran, c'est la façon dont les États-Unis ont commis une grosse erreur en éliminant Saddam Hussein. Et je pense que c'est quelque chose qui a toujours été un secret de polichinelle dans la politique américaine. Et si vous regardez les partisans de l'Amérique d'abord, vous savez, qui ont regardé en arrière cette guerre et qui disent, vous savez, cette guerre contre l'Irak que l'Amérique n'a pas réussi à gagner, cela a plongé les États-Unis dans des milliers de milliards de dollars de déficit budgétaire et de dette, vous savez, et c'est en fait, vous voyez, je pense que c'est le déclencheur, le point charnière que le mouvement America First, vous savez, considère pour dire « et n'intervenons pas dans les affaires des autres pays ». Vous savez, c'était une guerre en Irak qui a duré des années et coûté des milliers de milliards de dollars. Mais d'un autre côté, ce que cela a fait, c'est simplement bouleverser tout l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient au lieu de l'Irak et de l'Iran. Vous savez, ces deux rivaux qui se combattaient depuis des décennies, voire plus longtemps, juste l'un à côté de l'autre au Moyen-Orient. La chute de Saddam Hussein a créé un vide comblé par l'Iran qui a ensuite contrôlé la majeure partie de l'Irak. L'Iran a pris le contrôle de la majeure partie de la Syrie. L'Iran a pris le contrôle du sud du Liban. L'Iran a pris le contrôle d'une grande partie du Yémen et a utilisé tout cela pour créer un front contre Israël. Donc, le président reconnaît en quelque sorte que les États-Unis ont commis une grosse erreur là-bas. Et ce que vous voyez dans la façon dont le président agit, c'est ne vous engagez pas avec des troupes au sol pendant de longues périodes, ni en Iran, ni au Venezuela. Si vous envoyez des troupes, vous savez, vous le faites juste pour atteindre un objectif très, très rapide et vous repartez aussitôt. Je pense que le président veut rétablir l'équilibre et affaiblir l'Iran au Moyen-Orient. Et potentiellement, nous allons voir si le président souhaite qu'il y ait un changement de régime, que les États-Unis soient actifs dans l'influence d'un changement de régime
ou l'Iran, ou s'ils resteront passifs, et simplement fournir un soutien en coulisses ou même juste un soutien moral au peuple iranien pour provoquer un changement de régime en Iran. Je pense que c'est la prochaine grande question stratégique. Très bien, les amis. Alors, assurez-vous de consulter l'article d'Alex sur jewishnewssyndicate.org qui décrypte la rencontre à plusieurs niveaux entre Trump et Netanyahou à Mar-a-Lago. Et il fait un excellent travail en expliquant tous les différents sujets qui ont été abordés, qui sont sur la table concernant Israël et les États-Unis. Mais Alex, parlons maintenant de Zohran Mamdani, devenu maire de New York le 1er janvier 2026. Dès le premier jour de son mandat, Mamdani supprime les protections pour les Juifs de New York, révoquant la définition de l'International Holocaust Remembrance Alliance de l'antisémitisme, en d'autres termes, selon Mamdani. On peut être antisioniste sans être forcément antisémite. Ce qui va à l'encontre de cette définition internationalement reconnue de l'antisémitisme. Incroyable, il l'a fait dès le premier jour, comme si c'était la priorité de son administration. Mais là, vous le voyez essayer de rejeter essentiellement les ordres du maire Adams, et ça, je suppose, c'est sa priorité absolue. Dès son premier jour à la tête de New York, je ne crois pas que Mamdani ait priorisé la lutte contre l'antisémitisme et l'antisionisme dès le début. Il a essentiellement annulé tous les décrets exécutifs d'Eric Adams dès le premier jour, donc il est évident qu'Eric Adams avait beaucoup plus de décrets exécutifs qui n'avaient rien à voir avec la protection de la communauté juive. La définition de l'IRA en était une, c'était la protection des lieux de culte juifs, des espaces protégés. Dire que les manifestants ne peuvent pas manifester immédiatement devant une synagogue et aussi spécifiquement pas pendant une période où il y a des fidèles à l'intérieur, ce qui créerait un danger pour eux. Et puis aussi, un autre de ces arrêtés stipulait qu'il était illégal de promouvoir le PDS avec des fonds de l'État, avec des fonds de la ville, comme par exemple les fonds de pension qui seraient investis en Israël. Cela faisait partie des décrets exécutifs qu'Eric Adams avait pris. Dès le premier jour, cela a eu un impact sur la communauté juive, mais je ne pense pas qu'il la visait d'emblée. Il voulait simplement annuler les décrets de son prédécesseur. Et d'ailleurs, c'est ça le problème avec les décrets exécutifs dans le gouvernement, que ce soit au niveau de la ville, de l'État ou fédéral, c'est qu'un président ou un administrateur, un maire arrive et signe un décret exécutif. Et puis, comme cela arrive invariablement, son adversaire politique arrive le lendemain et annule tout simplement tout cela. Mais je pense que les Juifs devraient remarquer que ce maire a une vision très déformée de ce que cela signifie d'être solidaire des Juifs. Il parle de soutenir les communautés juives à New York, mais en même temps, il prend des mesures qui vont mettre la communauté juive de New York en plus grand danger d'une attaque violente. Et il rompt le lien, comme vous l'avez mentionné, entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Et soyons honnêtes, l'antisionisme est simplement devenu cette nouvelle forme d'antisémitisme acceptable. On a beaucoup évoqué la question, on ne peut plus dire « je n'aime pas les Juifs », alors on dit « je n'aime pas Israël », puis « je n'aime pas les sionistes ». Quand Israël essaie de dire que l'antisionisme, c'est de l'anti-Israël. Parce que le sionisme est le mouvement qui affirme que le peuple juif a le droit de retourner dans sa patrie éternelle et de former un État en Israël. C'est la définition actuelle du sionisme. On ne peut pas être pro-Israël et anti-sioniste. Dès lors, certains disent « je ne suis pas anti-Israël, peut-être pas totalement anti-sioniste non plus. Je ne sais pas ce que signifie sioniste, mais je suis contre Netanyahou et son gouvernement de droite. Mais reconnaissons que Netanyahou, sous le gouvernement de droite, est à la tête d'un gouvernement démocratiquement élu par le peuple de l'État d'Israël. Netanyahou a remporté 6 élections en Israël et il est le dirigeant démocratiquement élu le plus longtemps en fonction dans le monde. En ce moment, le peuple israélien continue de voter pour lui. Donc, si vous êtes contre le gouvernement démocratiquement élu d'un pays, vous êtes contre ce pays. Ce n'est pas comme la situation au Venezuela avec Maduro, ou en Iran avec la République islamique, où vous dites « Eh bien, je soutiens le peuple iranien, je ne soutiens pas le gouvernement despotique ni le dictateur arrivé au pouvoir par une fausse élection, mais le peuple vénézuélien. » Et puis, vous avez la situation inverse à Gaza où les gens disent « Eh bien, les Palestiniens innocents, non, ce sont les Palestiniens qui ont choisi le Hamas. »
Les Palestiniens ne protestent pas contre le Hamas parce qu'ils soutiennent encore le Hamas. Ils continueront à soutenir le Hamas. Il n'y a pas d'élection dans l'autorité palestinienne en Judée et Samarie, Cisjordanie, car sinon les gens éliraient le Hamas. Donc, vous savez, la communauté internationale dit « Je soutiens le peuple, je ne soutiens pas le pays ». En Israël, le peuple a voté pour Netanyahou, c'est un dirigeant élu démocratiquement, et donc Zoraman Mamdani, qui avait dit qu'il arrêterait Netanyahou, démissionne. Cela complique la vie des Juifs à New York, mais je pense que ce n'est pas seulement les Juifs qui sont visés. Ce dont les New-Yorkais doivent s'inquiéter, c'est que les politiques de Mamdani vont entraîner plus de criminalité à New York. Plus de criminalité violente entraîne plus de violence contre les Juifs, et davantage d'antisémitisme génère des crimes haineux non seulement envers eux, mais aussi envers d'autres minorités nombreuses à New York. Oui, Alex, cela a toujours été le cas. Je veux conclure positivement. Israël, la Grèce et Chypre ont signé cette semaine un plan de coopération militaire trilatéral pour 2026 ainsi que des accords bilatéraux séparés entre les forces de défense israéliennes et les forces armées de chaque pays, a annoncé l'armée israélienne cette semaine. Bonne nouvelle pour certains de nos voisins du Moyen-Orient. Eh bien, ça concerne principalement deux domaines différents. Premièrement, c'est comme ceci. L'accord trilatéral, la Grèce, Chypre, vous savez, il s'agit d'énergie, vous voyez. Chypre et Israël possèdent de nombreux gisements de gaz au large de leurs côtes et certains de ces gisements se trouvent même dans les eaux économiques, les territoires de chaque pays. Et donc, vous voyez que ces pays veulent travailler ensemble pour transformer tout l'Est de la Méditerranée en une puissance énergétique. Israël a déjà signé un accord pour vendre du gaz naturel à l'Égypte, comme mentionné ici. Une grande partie de ce gaz, même en gaz naturel liquéfié en Égypte, ira probablement en Europe. Et puis, cela fait partie de ce corridor économique, le corridor Inde-Moyen-Orient-Europe, corridor l'Inde-Méditerranée. Non, pardon, l'Inde-Moyen-Orient. Le corridor économique européen, Inde-Moyen-Orient-Europe corridor qui constitue cette route commerciale alternative à l'initiative chinoise de la ceinture et la route. Commence en Inde, traverse l'Arabie saoudite, la Jordanie, Israël, puis transporte des marchandises et de l'énergie vers l'Europe. Il s'agit donc d'établir une artère majeure de ce corridor d'une part, et d'autre part, il s'agit d'essayer de créer un contrepoids à l'influence croissante de la Turquie en Méditerranée orientale et aussi au Moyen-Orient élargi. Nous savons que la Turquie opère illégalement, occupe illégalement le nord de Chypre depuis de très nombreuses années. Personne n'en parle, mais le nord de Chypre est contrôlé par la Turquie et donc Chypre, la majeure partie de Chypre, le sud de Chypre et la Grèce. Ils souhaitent collaborer avec Israël pour établir ce contrepoids. Israël a reconnu la Somalie la semaine dernière et cela vise aussi à contrer l'influence turque car la Turquie a une coopération militaire avec la Somalie. Et donc, Israël essaie de trouver comment s'imposer comme une puissance économique montante, comme une superpuissance régionale en pleine croissance. Donc, cela fait partie de ces démarches. Des démarches stratégiques pour contrer l'influence de la Turquie dans la région, mais aussi pour s'imposer comme une puissance économique régionale, une puissance énergétique régionale, une puissance militaire régionale. Alex, nous n'avons plus de temps, mais je veux te donner l'occasion de partager, si tu le peux, certaines des choses sur lesquelles tu vas travailler cette semaine pour le Jewish News Syndicate. Aux États-Unis, peux-tu partager quelque chose avec nous? Eh bien, en Floride, et j'aurai quelques interventions dans des synagogues et ailleurs où nous discuterons de la rencontre entre Trump et Netanyahou et de la position stratégique d'Israël après 2 ans d'une guerre acharnée mais très, très réussie. Et puis, à la fin de cette semaine, je vais m'envoler pour le Panama où nous allons en fait lancer le projet Jewish News Syndicate en espagnol. Et vous pouvez déjà aller sur jewishnewssyndicate.org/espagnol ou simplement cliquer sur la petite icône de drapeau dans le menu sur jewishnewssyndicate.org. Et vous pouvez accéder à la page en espagnol de Jewish News Syndicate avec des articles écrits en espagnol. Et aussi pour les personnes qui regardent sur YouTube, Jewish News Syndicate propose plusieurs langues.
vous savez, en utilisant la technologie israélienne qui double votre podcast comme celui-ci, en utilisant essentiellement nos propres voix, la vôtre, la mienne, et celle de tous nos collègues de Jewish News Syndicate Télévision en espagnol, mais nous avons aussi le français, l'italien, l'allemand, le portugais. Donc, vous pouvez trouver ces chaînes YouTube multilingues de Jewish News Syndicate. Il y a eu des millions de vues dans d'autres langues. Donc, nous élargissons simplement la portée du contenu de Jewish News Syndicate, en particulier dans des pays où la grande majorité du contenu sur Israël est biaisé anti-israélien. Donc, diffuser du contenu pro-israélien dans les pays hispanophones d'Amérique latine. Évidemment, on voit avec les actualités au Venezuela, on sait comment cela se connecte à Israël, comment cela se connecte à l'Iran. Et donc, il n'y a pas de meilleur moment pour lancer l'initiative Jewish News Syndicate en espagnol. Et donc, la semaine prochaine, quand nous ferons cela, je serai situé au Panama. Très cool, oui. Bonne chance en Floride et au Panama. Bon voyage, on te parlera la semaine prochaine depuis l'Amérique du Sud. Tout le meilleur et je veux remercier les personnes en coulisses ici, Aaron Rogolanter, Zach Sickerman, le producteur Ryan Lifshitz, Esther Eden et Yuri Sretsky. Nouvelle édition de Jérusalem, initiateur Jewish News Syndicate Télévision avec Josh Haston et Alex Treman, président directeur général de Jewish News Syndicate. Bonne semaine à tous. Rendez-vous la semaine prochaine sur Jérusalem Init.